Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass webinaire sur nos codes propriétaires et nos codes open source. C'est pas forcément versus d'ailleurs, c'est et nos codes open source. Cartographie et questions à se poser. On va tout de suite vous résumer ce dont on va parler et on va commencer. On se présentera un petit peu plus après, mais je suis Erwan Kézard, cofondateur de Contournement. Je suis avec Walid. Bonjour. Merci Walid d'être ici, expert no code et open source. Et je suis avec Yann Bucher, sachant que nous avons organisé cette masterclass en partenariat avec la Mednum. Je présenterai Contournement après, Walid se présentera après. Et là, Yann va commencer par nous présenter cette formidable coopérative qu'est la Mednum. Merci et bonjour à tout le monde. Donc oui, Yann Bucher de la Mednum qui est la coopérative des acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique en France. Donc, nous, on essaye de faire en sorte de fermer un peu, en tout cas nos sociétés, à travers des actions dans les territoires, mais aussi au niveau national, de fermer un peu le gap entre les personnes qui, aujourd'hui, sont tout à fait à l'aise et ont les compétences numériques de base pour s'en sortir, accéder aux droits, garder le lien avec leurs proches et trouver un emploi ou faire de l'éducation des enfants ou de soi-même. Mais il y a aussi aujourd'hui une partie de plus en plus importante qui se trouve face à un éloignement au numérique, que ce soit au niveau professionnel ou dans le cadre personnel. Et bien évidemment, dans tout ça, le no-code, il peut aider. En tout cas, nous, on l'observe, que ce soit effectivement dans le cadre professionnel ou personnel. Nos sociétaires l'observent, les autres acteurs certainement aussi. Comment aujourd'hui ça a une influence plutôt positive sur nos pratiques professionnelles. Mais on est des acteurs de la médiation, de l'inclusion numérique, on vient d'éducation populaire, on aime bien comprendre les choses malgré tout, même si on n'est pas des codeurs. Et ça pose tout un tas de questions de est-ce que ces outils-là qui nous aident tant au quotidien en termes d'efficacité, est-ce qu'ils respectent certaines valeurs qu'on aimerait qu'ils respectent. Donc, on aimerait bien comprendre d'où ça vient, sur quoi c'est basé, comment ça traite, par exemple, nos données et autres, et quelles sont les alternatives si jamais l'outil sur lequel on est tombé en premier ne les respecte pas. Et donc, on est très content de pouvoir avoir cet échange, cette masterclass. D'abord la masterclass, puis l'échange avec vous et avec les personnes qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Et comme il reste que 57 minutes, je vais vous passer la parole tout de suite. Merci Yann. Merci pour cette intro. Merci la Mednum de co-organiser tout ça. Du coup, je te soulage d'être sur scène et je te dis à tout à l'heure pour les questions. À toutes. En effet, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc nos codes propriétaires versus nos codes open source, nos codes libres, cartographie et questions à se poser. De quoi va-t-on parler en quelques mots ? On va parler d'outils no-code. Donc déjà, on va voir tout de suite ce que c'est. Mais comme leur nom l'indique, les outils no-code sont des technologies de nouvelle génération qui vous permettent de réaliser tout un tas de choses qui nécessitaient de coder, forcément, auparavant, comme des sites, des applis, des automatisations, des bases de données, bref, on y viendra. Et aujourd'hui, de manière visuelle, de manière intuitive, le commun des mortels, sans avoir de compétences informatiques, peut commencer à construire ce genre de choses. Notamment pour travailler plus efficacement au quotidien, gagner du temps et se faire obéir de la machine plutôt que de faire son boulot, pour le dire comme ça. Et en effet, dans ce monde-là, il y a tout un tas d'outils qui apparaissent chaque semaine. Il y en a qui sont propriétaires, qui sont édités par des boîtes privées, américaines, françaises, européennes, ça dépend. Et d'autres qui sont des outils open source, sont des outils libres. Et pour faire son choix là-dedans, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que la Mednum, sur un plan autant technique et pratique que politique, en termes de valeur, se disait que ce serait bien d'organiser cette masterclass. Sachant que, comme vous le verrez, c'est un monde qui est en constant mouvement, le no-code. Donc, il n'y a pas de réponse absolue. Par contre, on va vous faire un état de l'art à un instant T avec l'expert que Walid est. Et je dirais qu'il y a deux objectifs
3 objectifs dans cette table ronde, cette masterclass. Premièrement, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que le no-code, vous montrer des cas concrets où le no-code a été utile. Il y a cette vocation de comment ça peut vous servir le no-code en général. Deuxièmement, on va parler de no-code open source et libre. Donc là, c'est là où Walid va entrer en scène. Et on vous donnera aussi tout un tas de questions à vous poser avant de vous lancer dans vos projets. Et troisièmement, il y aura un temps de questions-réponses qui durera au moins 15-20 minutes. On va essayer de ne parler que 40 minutes max. Et sachez aussi, avant de commencer, que, premièrement, vous pouvez poser des questions dans le chat et on y répondra à la fin. En commentaire, vous pouvez poser vos questions, on y répondra à l'oral à la fin. On va dérouler notre présentation, puis y répondre dans un deuxième temps. Sachez aussi que vous aurez un replay et la présentation, le support de présentation qui vous parviendra dans votre boîte mail. Vous recevrez tout ça, pas de panique. Et troisièmement, s'il faut qu'on dépasse un peu parce qu'il y a trop de questions, on le fera. Et on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup en général. Donc, on pourra prendre un peu plus de temps. Trêve de blabla. Déjà, j'ai une question à vous poser parce qu'on est vraiment dans ce sujet-là. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'efficacité et l'efficience ? Ah oui, et puis petit point, vous remarquerez que j'ai une écharpe, que je la vois un petit peu cassée. C'est l'hiver, il fait un peu humide. Donc, je vais essayer quand même de rester en vie jusqu'à la fin de cette intervention. La différence entre efficacité et efficience. Allez-y dans le chat. Ah, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un petit décalage avec le live. Allez, personne se lance. Bon, je donne la réponse. L'efficacité, c'est le fait d'atteindre un objectif. C'est le fait d'aller d'un point A à un point B. C'est le fait d'arriver en haut de la montagne, quitte à l'escalader. L'efficience, c'est le fait d'aller d'un point A à un point B avec le moins de temps possible, le moins d'argent possible, le moins de ressources possible. Le fait de consommer le moins de ressources, en quelque sorte. C'est l'efficacité de l'efficacité, l'efficience, en quelque sorte. Et du coup, oui, vous êtes hyper inspiré, visiblement. Salut Mathieu, du chaudron. Du coup, le no-code, l'un des grands enjeux, c'est de pouvoir être plus efficient, de pouvoir atteindre ses objectifs plus rapidement, notamment quand on n'est pas informaticien ou informaticienne. Et aussi, c'est de vous construire vos propres solutions pour travailler de manière plus efficiente, pour automatiser, pour, au lieu de tordre Excel dans tous les sens, de faire des copier-coller, de tout faire par mail, vous créez vos propres applis internes, vos propres solutions du quotidien. Et je vais commencer par un exemple. Au début de Contournement, on avait une formation qui s'appelait Side Project et les gens devaient candidater. À la base, on a testé de le faire à la main, ce processus de candidature. Donc, les gens remplissaient un formulaire pour candidater, puis manuellement, on l'inscrivait à la newsletter dans Mailchimp, puis manuellement, on créait une fiche de contact dans notre CRM, notre petite gestion client, puis manuellement, on lui répondait par email et on lui envoyait un exercice, puis manuellement, le candidat nous envoyait le résultat de l'exercice par email, puis manuellement, on devait aller chercher les exercices dans les emails pour évaluer. Puis manuellement, on échangeait entre 2 et 4 emails pour prendre rendez-vous. Puis manuellement, on créait un événement de Google Calendar et on l'invitait. Et puis manuellement, évidemment, s'il y avait un imprévu, c'était reparti pour repartir de l'étape 7. Ça prenait environ 15-20 minutes par candidat. Et avec le no-code, voici ce qu'on a fait. Donc une fois qu'on avait fait à la main, on a pu optimiser. On a créé un formulaire plus avancé dans Airtable, qui est un outil no-code dont on reparlera. Ces données arrivaient dans une base de données, comme ici, très visuelle, très consistante, où on pouvait faire des vues, ou ne voir que les gens présélectionnés, pas présélectionnés, bref, un outil très puissant, Airtable, très visuel, pour gérer des données, pour remplacer Excel. Et on a automatisé le processus en disant, ça c'est dans Zapier, un outil qui s'appelle Zapier, où on interconnecte les outils, les solutions, les applis pour qu'elles se parlent, et on automatise. Quand il y a une nouvelle candidature dans Airtable, alors automatiquement, créer un nouveau contact dans HubSpot, dans le CRM, puis automatiquement créer un nouveau contact dans la newsletter, dans Mailchimp, puis automatiquement envoyer un email de récapitulatif de la candidature à la personne avec spécifiquement ce qu'elle avait répondu pour qu'elle l'ait en mémoire, puis automatiquement nous envoyer dans le chat, dans Slack, une notif avec le lien vers la candidature, avec la date, etc. Et derrière, quand les gens avaient fait l'exercice, ils resoumettaient un nouveau formulaire où ils envoyaient leur réalisation pour l'exercice de présélection. Automatiquement, ça mettait à jour leur ligne dans la base de données de candidature. Puis automatiquement, ça envoyait un email pour qu'ils puissent réserver directement un rendez-vous dans notre calendrier avec Calendly.
Puis automatiquement, ça nous mettait une notif qui nous disait qu'il y avait un nouveau rendez-vous et avec tout ce qu'il fallait. 0 minute au lieu de 15 minutes. Fois 100 candidats, je vous laisse calculer. C'est ça l'optimisation. C'est ça ce que le no-code permet de faire. C'est au quotidien se créer ses propres solutions pour gagner du temps, travailler moins pour travailler mieux. C'est le moment où on se présente. On est Contournement. Et avec mon cofondateur Alexis et notre petite équipe, on estime qu'on forme les gens à contourner les obstacles techniques. Les obstacles techniques qui vous empêchent de lancer votre projet numérique ou de travailler plus efficacement, de créer vos propres solutions numériques. On le fait avec des formations e-learning, comme vous voyez à gauche, et en présentiel, comme vous le voyez à droite, en téléprésentiel, et on le fait pour des PME, pour des grandes entreprises, pour des personnes en insertion. On fait des partenariats avec des organismes de formation pour qui forment des demandeurs d'emploi, par exemple, pour ajouter une compétence à leur profil, ou pour qu'ils ou elles deviennent spécialistes du no-code. Et on est un acteur un peu historique du no-code. On a cofondé, par exemple, la communauté No-Code France, qui a plus de 13 000 membres. Il y a beaucoup d'entraide. On vous en parlera après avec Walid. Et vous pourrez vous-même trouver des gens pour vous donner des coups de main. Et on crée beaucoup de contenu gratuit pour que ça devienne vraiment démocratique, le no-code, et que ça reste pas une question de techos, parce que, justement, comme vous le comprenez, c'est quand on n'est pas informaticien, ça a encore plus d'intérêt. Mais il faut pas faire n'importe quoi. On peut pas tout faire de manière télépathique et magique. Si vous entendez le no-code, c'est magique. Le no-code, c'est facile. Le no-code, ça résout tout. Fuyez. C'est des vendeurs de rêve. On y reviendra. Le no-code, voilà, ça s'apprend. Déjà, en quelques heures, on peut faire des choses. En quelques jours de formation, on commence à avoir fait vraiment pas mal de choses. On va créer un petit niveau, mais on y reviendra. Je passe la main à Walid. Voilà, je remets mon micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi aussi, je suis désolé, j'ai la voix un peu rauque. Je finis, j'ai la même chose que toi, Erwan. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Walid Nou. Je suis tombé dans le logiciel libre il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans, même presque 15 ans de manière professionnelle dans le logiciel libre. Et il y a quelques années, j'ai découvert le no-code et maintenant, je suis ce qu'on appelle product builder. Donc, j'ai une fonction d'une personne qui est référente sur le no-code dans une entreprise qui s'appelle Murphy. On fait de la réparation à domicile et du reconditionnement d'électroménager. On est une entreprise sociale et solidaire. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui tourne autour du no-code, animer la communauté en interne, former les gens, être une personne ressource, aussi faire des applications, etc., etc. Et mes domaines d'intérêt, c'est tout ce qui tourne autour du logiciel libre, du Made in France, de la fabrication et du roller aussi. Voilà, c'est mes grands sujets. Et à mes heures perdues, je suis podcasteur de logiciel libre. J'ai un podcast qui s'appelle Projet Libre, dans lequel je parle de modèle économique et de communauté du logiciel libre. J'en profite d'ailleurs pour dire que d'ici mi-mars, il y aura un épisode No Code et logiciel libre qu'on a enregistré, que je suis actuellement en train de monter. Voilà pour moi. Merci Walid. Et déjà, on voit des remarques qui sont hyper intéressantes. Engie, notamment, qui se dit qu'elle ne postulera jamais chez Contournement si elle ne veut pas que les GAFAM récupèrent ses données personnelles. Très bon point. On va en discuter. On verra que c'est pas forcément aussi simple au quotidien que de se dire libre ou pas libre. En l'occurrence, là, on verra aussi, il y a pas mal de ces outils qui tournent sur Amazon Web Services, en effet. Donc, Amazon fait partie des GAFAM. Après, les outils en eux-mêmes ont des modèles économiques qui, en général, sont des modèles payants, mais où ils ne vendent pas vos données. Ils n'exploitent pas vos données à des fins publicitaires comme Facebook ou Google le ferait. Mais on y reviendra justement par la suite. C'est la deuxième partie, mais très bonne remarque qui justifie qu'on soit ici aujourd'hui. Et du coup, j'avance sans plus attendre. Donc, le no-code en 1 minute, pour le résumer, ça peut ressembler à ça. Donc, une base de données, Airtable, qui est un outil propriétaire, qui permet de gérer des données. Donc, mais le no-code, ça peut aussi ressembler à ça. Donc, l'interconnexion, l'automatisation avec Zapier, pareil, outil propriétaire. On verra qu'il y a des alternatives. Et ça peut ressembler à ça aussi. On peut créer des applis mobiles, des sites web. Donc, en gros, ça, c'est un peu la trinité interface, ce à quoi les utilisateurs accèdent, ce qu'on voit en bas à droite, là. Base de données à gauche pour stocker des données et exploiter des données. Et automatisation, workflow pour qu'il y ait des actions qui se déroulent. Et il y a 2 grands usages des outils no-code. Il y a l'usage qui est le plus visible, j'ai envie de dire, créer son produit, créer son appli, lancer son site.
C'est un peu, je vais lancer, par exemple, une nouvelle plateforme type Le Bon Coin ou Airbnb ou autre. Alors ça, au final, il n'y a pas tant de structures ou de gens qui ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on estime que c'est la partie émergée de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg qui concerne toute personne qui utilise un ordi ou un smartphone. C'est plutôt la partie productivité, la partie ops. Ops, ça veut dire opération. C'est optimiser ses opérations du quotidien. C'est travailler moins pour travailler mieux, c'est travailler plus efficacement. On peut le faire de manière manuelle, optimiser ses usages. On peut le faire avec tout un tas d'outils, mais les outils no-code sont redoutablement efficaces pour des personnes non informaticiennes notamment, pour créer leur propre solution, comme on l'a vu tout à l'heure avec le process de candidature. Et il y aura d'autres exemples après. Et juste cette petite image qu'on adore, qui permet grosso modo de calculer si j'automatise ou si j'optimise un processus, combien de temps j'aurais gagné au bout d'un an. Par exemple, si je fais quelque chose 5 fois par jour en colonne, là, qui me prend 5 minutes, à la fin de l'année, j'aurais gagné 6 fois un jour à ne pas faire cette tâche. Par exemple, quand Karim de la compta m'envoie un mail avec une pièce jointe, mais seulement si c'est lui et seulement s'il y a une pièce jointe, alors télécharger la pièce jointe, la renommer avec la date du jour et je ne sais pas quoi, trouver le dossier où je dois l'uploader et l'uploader dans ce dossier. Ça peut facilement prendre 5 fois 5 minutes par jour. À la fin de l'année, on aura passé 6 jours à ne faire que ça. C'est ça l'un des enjeux aussi de ces outils démocratisants. C'est de reprendre la main sur du temps et sur de la charge cognitive aussi que parfois les outils numériques nous infligent alors qu'ils pourraient nous en soulager. Et ça, que ce soit avec des outils libres, pas libres. Voilà, encore une fois, là, on est vraiment sur le sujet du no-code en général. Là, une première cartographie qui est la cartographie que traditionnellement, on fournit chez Contournement. Pareil, qui mélange des outils libres et pas libres. Ensuite, ce sera Walid qui va focaliser sur les outils libres. À gauche, vous avez la spécialité, le cas d'usage, pour créer des sites web, créer des applis web, type Le Bon Coin, type outils de gestion de projet interne ou autre, création d'applis mobiles et no-code ops. Donc les no-code ops, on va dire les applis internes, les solutions pour travailler plus efficacement. Celles qui apparaîtront à gauche, ce sont les solutions les plus accessibles. Ce sont celles où quelqu'un de débutant, en quelques heures de prise en main, peut déjà faire des petites choses, publier, utilisables, etc. On recommande en général plutôt de les prendre en main en plusieurs jours. C'est aussi pour ça qu'il y a des organismes de formation qui existent. Et déjà de se former à un peu de méthode, parce que se jeter dans les outils, c'est la meilleure façon de se casser la figure. Et à droite, ce seront les outils les plus avancés. Par exemple, Webflow pour les sites web. Il faut bien 1 mois pour s'y former. C'est très personnalisable, très puissant. Mais qui dit puissant dit forcément plus compliqué à prendre en main. À gauche, si vous voulez, ce sont des petits bateaux avec un volant et un accélérateur et marche arrière. Et à droite, ce sont des bateaux où il y a déjà plein de boutons et où, pour apprendre à le manier, il faut plusieurs semaines minimum. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les passer en revue. Je dirais juste que là, quand même, il y a majoritairement des outils propriétaires, que là, nous, selon Contournement, ce sont les outils à date les plus puissants et accessibles et fiables, notamment des outils français. Et là, sur cette version un peu plus complète, il y a aussi des outils qu'on peut héberger soi-même ou des outils open source comme Baserow. Mais ça, on va dire que c'est notre état de l'art à nous. Mais c'est plutôt celui que Walid va faire qui nous intéresse aujourd'hui pour mettre en regard outils no-code libre, outils no-code propriétaire open source. Quid aujourd'hui quand je dois choisir quelque chose pour aller créer des choses moi-même dans ma boîte ou dans mon projet ou pour moi-même. Alors, je prends la main. Donc, effectivement, vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils. Je n'ai pas listé tous les outils qui existent sur le marché. Il y en a pas mal, des outils libres et ou open source. Et tu me dis quand tu veux que je tourne la page. Ouais. En préambule, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il y a des outils, il y en a plein. Ils ne sont pas tous connus. Ils ne sont certainement pas tous connus en fonction du pays dans lequel on est. Forcément, si on est européen, on va potentiellement plus connaître les outils européens ou les outils américains. Mais il y a des outils chinois, par exemple, qui sont moins connus chez nous. Il y a d'autres choses, etc. Et donc, en fonction de l'endroit où on est, potentiellement, on ne connaît pas forcément les mêmes outils. Je veux bien que tu passes à la... Donc, pourquoi on voudrait utiliser des outils no-code libres? Déjà, il y en a dans tous les domaines du no-code, c'est-à-dire que toutes les différentes lignes dans lesquelles il y a des outils propriétaires, on va trouver des outils no-code.
qui sont pas forcément au même niveau. Il y en a il y a des outils no-code, vous verrez, qui sont très bien. Il y en a d'autres qui sont un peu plus récents. Majoritairement, ce qu'on peut dire, c'est que les outils libres ou open source, ils sont plutôt dans la catégorie low-code. Bien entendu, il y a des accessibles techniquement, quoi. C'est-à-dire que voilà, ce sont des outils qui sont plutôt à destination de gens qui ont un minimum de compétences techniques, pas forcément des développeurs, mais des gens qui connaissent déjà un peu mieux les choses. Bien entendu, il y a des outils libres, no code, mais voilà, la majorité, en tout cas de ceux qui sont connus, c'est ça. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir des outils libres? Et bien là, en fait, on peut les choisir parce qu'on veut commencer par maîtriser ces données. Effectivement, j'ai vu des choses dans le chat. Et on verra tout à l'heure qu'il y a différentes manières de maîtriser ces données. Et tout n'est pas forcément basé forcément sur l'auto-hébergement d'ailleurs. Maîtriser ses coûts à titre professionnel, par exemple, utiliser certains outils libres nous permet aussi de maîtriser nos budgets, d'être plus flexible aussi. On peut adapter la solution à ses besoins et à ses compétences. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas forcément assez mis en avant, mais le fait d'avoir les compétences et d'utiliser un outil dans lequel on est capable de comprendre le code permet à des gens qui savent le faire de pouvoir adapter des solutions, de pouvoir typiquement contourner des problèmes de performance, améliorer l'outil, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a des possibilités d'offrir de ces outils. Ils offrent la plupart des hébergements SaaS. Donc après, bien sûr, il y a la question de où est l'hébergement, etc. Mais ils ont des hébergements SaaS et ou des versions auto-hébergées. J'insisterai après, mais j'attire votre attention sur le fait que auto-héberger sa solution d'un outil no-code, ça peut paraître simple, mais qu'il y a des vrais problèmes d'industrialisation derrière, de fiabilité et tout qu'il faut prendre en compte. C'est pas si évident que ça. Surtout si on commence à auto-héberger, par exemple, un outil d'automatisation et que ça commence à devenir critique, il y a pas mal de questions à se poser. Et parfois, finalement, c'est plus simple de prendre la plateforme SaaS, ou parfois, c'est plus simple de mixer les deux, parce que la plateforme SaaS a certaines limitations et le fait d'avoir en interne ou par exemple sur son ordinateur pour travailler la version et de pouvoir tester, etc. Chez soi, c'est très pratique. J'y reviendrai après. C'est par exemple ce que moi je fais avec certains outils. Et comme avec tous les autres outils libres open source habituels, il y a certainement des possibilités de se faire accompagner. Il y a des gens dans la communauté ou dans les sociétés de services qui peuvent accompagner pour industrialiser, pour former sur certains outils. Voilà. Donc ça, c'est un premier panorama là-dessus. Il y a Vincent Mabio qui dit le no-code, ça ressemble beaucoup à un puzzle de boîte noire. C'est bien qu'on puisse les ouvrir ou les faire ouvrir, non? C'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, possibilité d'adapter sa solution, de regarder le code, c'est vrai que c'est un des gros avantages du libre. Là où Airtable ou Zapier, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. Alors, ouais, tout à fait. J'ai pas précisé dans ma présentation, mais un de mes prochains épisodes de podcast qui sortira mi-mars, je suis en train de le monter, c'est une conversation que j'ai eue avec 2 autres personnes sur logiciel libre et no-code, dans lequel on revient assez fortement sur toutes ces problématiques d'auto-hébergement, etc., ces problématiques d'offres SaaS, etc. Enfin, donc, tout ce que vous allez avoir là, j'ai un épisode de podcast qui va traiter là-dessus spécifiquement, voire même peut-être 2 parce qu'on a parlé 1h45, donc il y a pas mal de choses à dire. Et donc typiquement, la partie possibilité d'adaptation et de modification de la solution, qui est un outil, enfin qui est quelque chose de très important qu'on met pas forcément assez en avant, c'est si je suis capable de comprendre le code, je suis capable de le modifier et de l'améliorer ou de l'adapter à mes besoins, et ça c'est quelque chose de très important, mais c'est pas du tout spécifique au no-code. Voilà. C'est vrai. Donc, si on reprend maintenant la même cartographie, mais avec des outils, j'ai pas mis tous les outils. Déjà, je les connais pas tous. Je suis pas forcément le plus grand spécialiste. Je connais pas mal les outils au global, mais dans notre communauté, on y reparlera après. Il y a des gens qui sont plus spécialisés ou qui utilisent en production certains outils que moi, je n'utilise pas en production. Voilà. Donc, si on prend par exemple la création de sites web, on va trouver des outils comme Silex, qui est un outil français, qui existe depuis assez longtemps, même avant que le mot no-code existe. La personne le créateur de Silex est aussi dans la communauté No-Code France.
C'est un outil que je n'utilise pas personnellement, mais dont j'ai entendu parler régulièrement et qui mérite certainement qu'on s'y intéresse. Il y a Web Studio, qui est un autre outil qui est un concurrent direct de Webflow et qui a un peu son momentum. C'est un outil dont on entend de plus en plus parler et qui, a priori, est assez prometteur. Dans la création d'appli web, alors on a mis Convertigo, mais lui, il est plutôt entre les deux, entre appli web et appli mobile. C'est un outil plutôt professionnel qui pour les équipes IT pour faire du no-code. C'est un outil français qui est là depuis aussi bien avant que ça s'appelle no-code. Donc c'est assez intéressant. C'est un outil qui demande des compétences techniques, qui est fait pour des directions informatiques ou pour des gens qui ont des vraies problématiques d'industrialisation. Ensuite, dans les applications web, on va trouver un outil qui s'appelle AppSmith, qui est un outil assez sympa, un outil libre qui va permettre de faire des fronts, en fait, qui va pouvoir vous permettre de faire des applis web ou des applis internes, et donc qui permet de se connecter à des back-ends et d'afficher les données et de faire des flux. C'est un outil qui marche très bien. Il est là aussi depuis un certain temps. Moi, je ne l'utilise pas personnellement, mais mes anciens collègues l'utilisent beaucoup et apprécient beaucoup cet outil. Donc c'est un concurrent d'outils comme Retool, par exemple. Voilà, pour ceux qui connaissent les outils Retool. Toute petite incise, parce que c'est une question importante. Je précise, il y a une question, c'est est-ce que accessibilité, ça veut dire accessibilité aux personnes en situation de handicap, RGA? Non, là, on parle d'accessibilité technique, c'est-à-dire accessibilité pour des personnes non informaticiennes sur la gauche et à droite. Voilà, là, il faut plus de formation. On s'approche limite du low-code, c'est du no-code avancé. Donc là, c'est bien dans ce sens-là qu'on parle d'accessibilité. En effet, pendant les questions-réponses, on pourra parler d'accessibilité RGA. Un autre outil dont on va parler pendant l'épisode de podcast et dont Arthur, qui était un de mes invités de Web Capsule, est un grand fan, ça s'appelle Plasmic. C'est un outil qui était propriétaire et qui est devenu libre et qui, pareil, permet de faire des sites et des applications, des sites et des applications en no-code, low-code. C'est un concurrent d'outils comme un outil français qui s'appelle WeWeb, par exemple. C'est un outil aussi très intéressant que je n'ai pas encore testé, mais qui est dans la liste des outils à tester. Il est libre, c'est un outil qui est devenu libre depuis fin 2023, donc c'est assez récent. Voilà. Et dont lequel Arthur ne tarit pas d'éloges, donc c'est assez intéressant. Si on regarde les applications mobiles, alors là, il y en a un qui sort vraiment du lot, il s'appelle Flutterflow. Moi, j'en ai entendu parler depuis que j'ai rejoint la communauté NoCode fin 2022. C'est un outil vraiment très intéressant que nous, on utilise personnellement et qui permet donc de pouvoir faire en low-code des applications mobiles et d'exporter du code natif. Donc c'est un outil très puissant avec des bonnes parties concernant l'industrialisation, le travail en collaboration, etc. Donc c'est un outil aussi qui vaut la peine si vous voulez faire des applications mobiles. C'est assez intéressant. Et le dernier domaine dans lequel il y a le plus d'outils, c'est ce qu'on appelle NoCodeOps. Là, on va trouver des outils qui, à la base, étaient plutôt des outils de base de données no-code et qui, maintenant, sont devenus des outils un peu plus gros qui permettent de faire des formulaires, de faire des applications, etc. On va trouver donc des outils qui sont des alternatives à. Donc, il y a beaucoup d'alternatives à Airtable. Je pense en particulier à des outils comme Baserow, qui est un outil européen. C'est des Néerlandais qui font ça. Il y a des outils comme Grist, donc qui est un outil qui est plutôt, qui est un outil aussi qui est très axé sur la partie sécurité. Il y a un outil comme BuddyBase, ToolJet, qui sont des outils qui sont là depuis longtemps aussi. Et plutôt en no-code et qui, là, pour le coup, est plutôt une alternative à Firebase, c'est Supabase. Qui est aussi un autre outil no-code et qui permet de faire des choses beaucoup plus, beaucoup plus avec des grosses quantités de données, avec des grosses notions d'industrialisation, etc. Voilà. Et le deuxième grand domaine dans le no-code-ops dans lequel on va trouver des outils open source, c'est les outils d'automatisation. Donc là, le but, c'est comme l'a présenté Erwan, c'est de prendre un process qu'on faisait manuellement et de le rendre, et de l'automatiser. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que c'est bien d'automatiser des choses qui tournent déjà, parce que c'est plus facile
voilà, de voir les résultats. Donc souvent, on commence par automatiser des choses qu'on connaît et qu'on fait déjà. C'est assez intéressant. Donc là, on va trouver plusieurs outils. Le plus connu, qui est un outil qui était open source et qui a changé de licence, qui utilise maintenant une licence qui ne l'est plus, mais qui est le plus connu, ça s'appelle N8N. C'est un outil allemand d'automatisation et que moi j'utilise à titre personnel depuis des années, qui est maintenant à peu près au même niveau de fonctionnalité que ce qu'on va trouver dans les équivalents propriétaires, qui, si on veut faire ça de manière industrielle, demande quand même des compétences d'industrialisation. Hein. C'est pas, voilà, il faut commencer à mettre des queues, potentiellement faire du clustering, etc. Si vraiment ça commence à devenir un outil important. Donc voilà. Il y a un autre outil qui gagne beaucoup en attractivité avec le temps et dont Alexis de Contournement a parlé aussi plusieurs fois. Ça s'appelle Active Pieces. Ouais. Il y a pas mal de gens qui utilisent. Donc ça, c'est un autre outil qui est plus récent, qui va faire à peu près pareil, mais peut-être un petit peu plus accessible. N8N, c'est déjà un outil qui, à la base, a été fait par quelqu'un qui était admin 6. Donc c'est un outil qui est plutôt technique, tourné personne avec des compétences techniques. Je pense que les gens qui sont développeurs sont passés sur N8N, c'est tout à fait, il n'y a aucun problème. Voilà, donc Active Pieces. Et il y a un autre outil allemand, qui s'appelle Automatisch, et qui cherche à faire une alternative à Zapier, et qui, pareil, on commence à en entendre un peu parler, mais c'est peut-être un peu moins connu que Active Pieces, et peut-être un peu moins avancé aussi. Donc voilà, les deux gros en automatisation, c'est N8N qui est celui qui est le plus connu et qui est vraiment sorti du microcosme des gens qui cherchent du libre et qui est maintenant une solution qui est communément admise, et Active Pieces qui est un peu l'outsider qui est en train d'arriver. Voilà. Il y a certainement plein d'autres outils. Oui, vas-y. Oui, pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, il y a certainement plein d'autres outils. La vraie problématique avec tous ces outils-là, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il faut les tester. Il y a aussi beaucoup d'outils qui sont des alternatives à, donc des alternatives à Airtable, des alternatives à Zapier, etc., etc. Moi, personnellement, mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas forcément leur rendre service d'être une alternative à Airtable, parce que tous les outils libres, ils veulent être alternatifs à Airtable. Donc, c'est pas forcément évident après de se démarquer. Mais mon conseil là-dedans, ça serait de dire testez ces outils. Vous ne lancez pas forcément tête baissée à choisir forcément un outil, mais parlez-en autour de vous, potentiellement parlez-en dans la communauté open source. Tester, regarder un petit peu la vitalité des outils, ce qu'ils font, et puis après, faites votre choix. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, sur N8N, il n'y avait pas d'autres alternatives open source. À l'époque, c'était open source N8N, et donc je suis parti là-dessus. Mais si je devais le refaire maintenant, c'est sûr que je regarderais plus en détail Active Pieces, par exemple, parce qu'il répondrait peut-être potentiellement mieux à ce que je veux faire que N8N. Voilà. Ça faut se dire que ça bouge très vite, tout ça. Il faut regarder les roadmaps aussi. Par exemple, Grist, ça a l'air d'être un super outil. Par contre, on est encore loin derrière l'expérience utilisateur d'Airtable, mais dans leur roadmap, il me semble qu'il y a d'aller vers… Parce qu'en fait, un outil no-code peut aller vers plus de puissance, plus de possibilités, ou plus d'accessibilité technique pour les personnes non informaticiennes. Et ça joue beaucoup. Donc, les roadmaps, et Grist, par exemple, voilà, ça sent que ça pourrait être vraiment, au-delà d'une alternative, même un autre paradigme qu'Airtable, et qui en plus commence à être… Je sais que la NCT a commencé à l'utiliser. La NCT, voilà, ils sont contributeurs, tout à fait. Et un autre point, en effet, quand on en a parlé, quand on a préparé, on voulait mettre NoCoDB, on l'a zappé. Donc, oui, j'ai oublié NoCoDB. Ouais, tout à fait. Mais, et du coup, je vois qu'il y a quelqu'un… Donc, comme on disait, on pouvait pas forcément faire de l'exhaustif. Et aussi, parfois, entre qu'est-ce qui est vraiment no-code, qu'est-ce qui requiert d'être un peu plus technique ou autre, il y a souvent discussion. Mais là, il y avait quelqu'un qui a partagé un lien. Hop, Frama Colibri. Donc on pourra partager ce lien aussi dans l'email où on enverra donc la présentation et le replay. En effet, merci José pour ce lien que je viens d'afficher à l'écran. On tâchera de compléter avec ce genre de choses. Un des points sur lesquels j'insiste, c'est que c'est important de bien connaître ses limites et vouloir absolument auto-héberger
Si c'est pour se retrouver avec un truc qui est planté à un moment parce qu'en fait on n'a pas pris les bonnes décisions dès le départ, on n'a pas bien fait ses sauvegardes, etc. C'est pas forcément rendre service à l'outil non plus. Et parfois, moi par exemple dans le cas de N8N, ce que je trouve assez intéressant, c'est que je peux très bien faire tous mes tests sur ma propre version à moi dans mon infra ou sur mon ordinateur. Et si je veux après prendre une version cloud sur laquelle je vais pousser mes scénarios, enfin mes workflows et les faire tourner sur ma prod. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Il y a pas mal d'outils avec lesquels on peut faire ce genre de choses. On peut faire des mix entre ce qu'on fait en interne, ce qu'on fait en SaaS, ou ce que je fais moi de mon côté et ce que je fais sur mon infra. C'est des choses qui se discutent. Mais encore une fois, je pense qu'il faut connaître ses limites. Si on sait auto-héberger et qu'on a des bonnes compétences, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais si on ne sait pas le faire, dans ce cas-là, soit se tourner vers des gens qui le font déjà, soit possiblement se tourner vers les solutions SaaS si elles répondent à vos critères en termes d'hébergement, de localisation des données, etc. Voilà. C'est un peu ce que je dirais. Absolument, et ça fait une super transition sur la suite et quasi fin. Déjà, là, vous avez une autre carte complémentaire de Stéphane Menet où il y a plus d'outils encore. Donc voilà, et on vous transmettra la liste de Pharmacolibri qui vient d'être partagée dans le chat. Sachant que là, on va parler de quelques cas concrets réalisés en no-code et de quelques questions à vous poser avant de vous lancer. Sachant que on doit être un peu schizophrène pendant cette masterclass parce qu'on s'adresse à la fois à des personnes qui n'ont pas de compétences techniques et qui découvrent le no-code et à qui, il faut donner des exemples où des gens non techniques, non informaticiens ont fait, eux-mêmes ou elles-mêmes. Et à la fois, on s'adresse à une communauté plus renseignée qui, justement, se pose des questions ou a des convictions sur le no-code libre et ou open source. Donc là, je vous avoue qu'on a un peu galéré à trouver des cas de projets réalisés par des personnes non techniques avec des outils no-code libre et open source qui, peut-être, est symptomatique du fait qu'aujourd'hui, à date, la force des outils pas libres, des outils propriétaires, c'est que depuis des années, ils travaillent leur UX, leur accessibilité technique, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils resteront monopolistiques là-dessus. Là, sur le mapping, on voit qu'à gauche, il y a quand même des solutions. Et par exemple, moi, je crois beaucoup en Grist. Mais aujourd'hui, donc, ne vous étonnez pas si pour l'instant, en tout cas dans les 3 cas concrets qu'on montre, il n'y a pas vraiment de cas qu'on ait trouvé très illustratifs en outil libre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que faut chercher davantage. Et aussi, Walid pourra parler d'un cas, d'un ERP réalisé en libre pendant les questions-réponses, si vous voulez. Donc là, l'objectif, c'est de vous illustrer le type de projets qui peuvent être faits par des personnes non techniques. Ça, c'est un cas Topisol qu'on adore. C'est un entrepreneur qui n'est pas du tout informaticien à la base, qui galère même au-delà du web avec l'ordi, quand il sort de l'armée vers 25 ans et qui lance son projet d'isolation spécialisé sur un matériau bien particulier en Occitanie. Et ce qui est intéressant avec ce cas assez exceptionnel, c'est que il s'est littéralement enfermé dans la forêt, dans une maison pendant 15 jours. Il a suivi les formations de contournement à fond sur des outils comme Airtable, Software et Make. Et il a réalisé, en gros, un super gros outil de gestion intégré de ses entrepôts, de son CRM, de ses stocks pour ses 10 salariés. Et je trouve que c'est un cas, alors c'est plus l'exception que la règle. Tout le monde ne fait pas ça tout seul. D'ailleurs, on ne recommande pas en général de faire tout seul, mais plutôt de réfléchir à une gouvernance, de qui fait quoi, de qui provisionne du temps pour développer des choses en no-code et sous le contrôle de qui, parce qu'aussi, les gens peuvent faire n'importe quoi. Parfois, c'est pas un bug technique qu'il peut y avoir, mais une erreur humaine. Si je mets la base de données de clients en public, il va y avoir un problème. Donc voilà, j'aime bien ce cas-là. Il y a une interview assez intéressante sur notre YouTube de cet entrepreneur vraiment éloigné de l'informatique à l'origine qui, à force de formation et de concentration, de focus, a réussi à sortir une solution. Je sais plus, il quantifie en gros le temps que ça fait gagner à son équipe, mais c'est plusieurs jours par mois, quoi. La ville de Pau, j'adore ce cas parce que déjà c'est une collectivité publique et que on parle beaucoup d'outils libres et d'outils propriétaires, souvent américains chez les propriétaires, mais il y a des outils français aussi qui sont dans le game et qui, pour le coup, ont souvent une politique pour le coup tout à fait appréciable. Par exemple, XAR, qui en termes de souveraineté, de sécurité, de gestion des données ou encore d'impact environnemental numérique, est exemplaire. Et pour le coup, la ville de Pau, avec qui j'ai échangé récemment, a fait faire un outil de gestion de grève, un outil des sorties socioculturelles des collèges
par des chefs de projet informatiques, donc pas des devs, mais des chefs de projet, dont un alternant qui a réussi à développer une solution intégrée pour la gestion des greffes, je crois, et pour le coup, qui commencent à partager ce qu'ils ont réalisé à d'autres collectivités, comme la mairie d'Asnières, comme Oléron aussi. Donc, je trouve ça très intéressant parce que ces outils français, je pense à XAR, mais je pense aussi à TimeTonic, une alternative à Airtable, qui est plus qu'une alternative à Airtable. Voilà, sont des acteurs propriétaires pour le coup, mais qui sont mieux-disants sur beaucoup de choses, hébergés en France, et que vous pouvez héberger chez vous aussi, qui sont on-premise. Et un dernier, c'est Banlieue Santé, qui est un projet qui est très cher à mon cœur. C'était pendant le premier confinement, pendant justement qu'il n'y avait pas encore, pour le coup, d'alternative à Glide, Airtable et tout. J'avais donné un coup de main à Banlieue Santé, qui intervenait dans les quartiers populaires pendant le premier confinement, pour informer, pour livrer des repas à des personnes vulnérables, etc. Et littéralement, en une demi-journée, on leur avait développé une appli bénévolement avec l'association que j'ai cofondée, No Code for Good, qui tâche d'aider des structures solidaires ou environnementales avec le no-code, et pas qu'avec des outils no-code propriétaires, hein, avec du libre aussi. Et voilà, ce projet avait permis à Banlieue Santé à la fois de communiquer vers l'externe grâce à cette appli, d'informer, de passer de main à main, grâce à une PWA qui du coup nécessitait pas forcément de passer par les stores, donc ça facilitait l'accès pour des personnes qui étaient équipées en portable, qui avaient besoin d'accéder très rapidement, enfin pour les personnes non francophones ou autres, et tout un outil de gestion aussi pour gérer les livraisons, les affectations des bénévoles, la sélection des bénévoles derrière. Donc ça, c'était quelques cas concrets qui montrent qu'on peut s'en servir de manière concrète, assez diverses de ces outils no-code. Et si vous avez des cas avec des NoCoDB, avec des Baserow et tout, vraiment, faites-nous les remonter parce qu'on adore. Plus il y a d'outils libres et open source qui sont accessibles par des personnes non techniques, plus on a envie de mettre en avant ces cas, ainsi qu'on a envie de mettre en avant des cas réalisés par des outils français. Parce que c'est aussi dans cette concurrence entre les différents outils qu'on peut mettre en avant ceux qui ont des valeurs qui nous correspondent davantage. Attention, avant de partir, à ne pas confondre plusieurs choses. Parce que souvent, quand on nous pose des questions sur le no-code, parfois, on confond un peu open source, libre, avec plusieurs notions. Est-ce que tu veux que je fasse défiler et que tu commentes, Walid, ou est-ce que tu veux que Non, mais vas-y, fais défiler, on va commenter après. Ça marche. Déjà, la notion d'auto-hébergeable, on-premise. Il y a des outils qui sont propriétaires, mais que je peux héberger moi-même. C'est pas parce que c'est hébergé par l'outil lui-même, par l'éditeur, que c'est forcément libre. Et c'est intéressant, cette question, parce que les outils no-code, la plupart sont hébergés par l'éditeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sur Airtable pour créer une base de données, pour créer une petite appli interne. Je vais rien avoir à héberger, rien avoir à installer. Et c'est ce qui facilite la tâche à beaucoup de personnes non techniques. Je clique sur publier, c'est en ligne. Mais ça, il y a aussi des outils libres open source qui proposent du SaaS, comme on a parlé Walid tout à l'heure. Donc attention, c'est une notion qui est à distinguer. Une autre notion, c'est hébergé en France, pas hébergé en France. Est-ce que c'est conforme au RGPD? Le RGPD, c'est pas forcément le lieu où on héberge. C'est plutôt une façon de gérer les données, de les faire vivre aussi, de les effacer quand il faut. Bref, en tout cas, il n'y a pas que... Parfois, on entend « Oui, c'est aux États-Unis, donc c'est pas conforme au RGPD. » Non, c'est une autre question. Là, c'est plutôt une question de souveraineté, une question de « Est-ce que je refuse que mes données soient chez l'oncle Sam ?» et encore plus chez des outils qui parfois utilisent ces données à des fins un peu obscures, de boîte noire. Donc voilà, je tenais vraiment à distinguer ces notions-là parce que faut pas... ce sont des questionnements qui sont tous aussi importants les uns que les autres, mais pas forcément conditionnés les uns par les autres. Et est-ce que le code est exportable? C'est encore une autre question. Il y a des outils propriétaires qui vous permettent d'exporter le code. Par exemple, Webflow, vous pouvez exporter. Mais voilà, c'est encore une autre question. Est-ce que je suis propriétaire de mon code? Est-ce que je suis propriétaire de mes données? Globalement, tous les outils de code qui se respectent vous permettent d'exporter vos données, vous en êtes propriétaire. Mais voilà, un peu les trois grands champs que je distinguerai avant qu'on conclue. Et Walid, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, l'export de code, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes. Donc là, l'export de code, c'est j'ai fait avec mon builder, avec j'ai fait mon application, mon site, etc. Et je vais pouvoir exporter dans du code natif pour faire tourner ce code quelque part sur mon infra chez moi. Certains outils le font, Plasmic le fait, par exemple, Flutterflow le fait. Il y a certainement d'autres outils qui le font encore. Donc ça, c'est assez intéressant.
L'auto-hébergement, là, c'est encore différent, puisque là, typiquement, je vais dans le cas de ces applications-là, le builder, le système qui me permet de gérer et de faire mon application, par exemple, dans ce cas-là, il est aussi hébergé chez moi. Donc, j'ai la solution complète. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Mais le code exportable, c'est quelque chose qui peut être effectivement assez intéressant pour plein de questions, des questions de perf, des questions de, voilà, une fois que mon truc il est en prod, mes données elles sortent pas de chez moi, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Il y a des outils proprio effectivement qui le font aussi, et ça c'est potentiellement une force. Et après, voilà, sur la question du SaaS, encore une fois, du SaaS, il y en a à plein de sauces. C'est pas toujours facile de savoir où les données elles sont réellement. Qu'est-ce que les gens ils font avec les données? Il faut aller lire term of contract, machin, etc. Enfin, c'est vraiment pas forcément très facile. Il faut bien regarder ça. Mais ça peut être un mix de potentiellement des trois. Hein. C'est pas, il y a pas de souci. Hein. Et encore une fois, ça dépend des contraintes. Ça dépend des contraintes des gens, quoi. Si les gens ils ont pas de compétences techniques et qui veulent auto-héberger, je dirais le fais pas, quoi. Le fais pas, ou fais-le chez quelqu'un qui sait le faire, quoi. Mais genre t'as toutes les chances que ça se passe mal, quoi, parce que tu sais pas ce que tu es en train de faire. Par contre, si tu as des grosses compétences techniques et que tu le fais déjà pour d'autres choses, très bien, au contraire, hein, c'est super, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire et potentiellement se faire bien accompagner. Moi, ce que je voulais donner aussi comme message dessus, c'est que mon sentiment là-dessus, c'est qu'on est un peu au début dans toute cette communauté no-code et là-dedans, on est un peu au début. C'est un peu au début de tous ces outils libres et open source. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'en parler. Il y a des outils qui arrivent. Il y a tout à faire. Donc, c'est ça que je trouve assez chouette. C'est qu'il y a tout à faire. Il y a des offres à créer. Il y a des documentations à faire, des comparaisons à faire. Enfin, il y a énormément de trucs à faire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et puis, voilà, des outils vont apparaître, des outils vont certainement se professionnaliser. On parle pas mal de Grist, effectivement. Il y a des gens dans l'administration qui commencent à en faire aussi. Peut-être qu'il va avoir son momentum, quoi. Et donc, voilà, il y a tout à faire. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. C'est qu'on n'est pas sur un truc qui est figé, au contraire, quoi. Et je dirais que globalement, il ne faut pas surévaluer aussi aujourd'hui la visibilité qu'a le no-code et l'usage. C'est-à-dire que on voit une croissance linéaire, mais c'est pas comme, par exemple, l'IA générative où il y a eu d'un coup un énorme buzz, beaucoup d'utilisation. C'est-à-dire que nous, chez Contournement, par exemple, en tant que petit organisme de formation, on fait le choix sur nos formations en ligne de ne rester que sur Airtable, Zapier, Make, Notion, parce que aussi, réalistement, on ne pourrait pas en vivre sinon. Il n'y aurait pas assez de gens qui en achètent. Donc, on commence à s'intéresser en présentiel à du Grist, à du XR, des choses comme ça. Mais voilà, parfois, on a l'impression que le no-code, c'est universel. Non, c'est encore assez peu connu, que ce soit dans les grandes structures, dans les assos, pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Donc, dans ce phénomène-là, la course est encore en train de se lancer, j'ai envie de dire. Et comme tu dis, Walid, c'est aussi en fonction de... Il n'y a pas de fatalisme technologique, c'est en fonction de ce que la communauté en fera, que l'open source et le libre avanceront ou pas. Et nous, on essaie, voilà, à notre échelle, de porter un peu cette voix, de commencer à la porter, notamment avec cette masterclass comme aujourd'hui. Et très rapidement, une autre distinction. Attention à ne pas confondre le no-code et les logiciels spécialisés. Le no-code, c'est que je peux créer une solution qui peut servir à n'importe quel type d'usage. Ce sont des outils qui permettent de créer des outils. Ce sont des outils agnostiques qui n'ont pas de cas d'usage spécifique et qui sont flexibles. Par exemple, un outil spécialisé pour de la compta, c'est pas un outil no-code. Oui, je peux faire des choses sans coder, mais je ne peux pas créer du logiciel. Je ne peux pas créer de l'applicatif. Un logiciel spécialisé, c'est un outil qui est spécialisé sur un usage. Donc, par exemple, pour de la compta, il va y avoir Pennylane et tout un tas d'autres outils. Pour le RP, Odoo. Pour de la formation en ligne, Podia. Enfin, bref, il y en a plein. Mais bien faire attention à ne pas mélanger les deux parce que parfois, on entend oui, mais du coup, Trello, c'est du no-code. Trello, c'est un outil de gestion de tâches. Enfin, c'est pas du no-code. Et souvent, d'ailleurs, c'est même mieux d'utiliser un outil spécialisé que de no-coder une roue qui est déjà existante. Nous, par exemple, chez Contournement, on utilise Teach Easy pour nos formations en ligne. Par contre, c'est important que ce soit interconnectable via API ou via Zapier ou via N8N ou autre. Comme ça, tu peux repousser les limites de ton outil spécialisé. Très important. Et les bonnes questions à se poser... Pardon, vas-y. Non, je voulais juste dire que c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Parce que c'est un truc dans lequel souvent je me mets un peu en faux par rapport à des gens qui disent que tout doit être fait en no-code. Je suis plutôt d'accord avec vous. Le no-code, au départ, ça paraît super.
mais dans 3 ans, on en reparle, quoi. Quand ta solution, elle est là, qu'elle tourne, qu'elle n'est pas documentée, que les gens qui étaient là, ils se sont... Et voilà, et que tu as des gens qui vont recoder un ERP, mais en fait, ils n'ont pas les compétences d'ensemble sur un ERP. Si les ERP, c'est gros, c'est cher, c'est parce que c'est fait, c'est fait pour que tous les modules parlent ensemble, etc. Et en fait, tu te retrouves à la fin, parce que tu n'as pas voulu payer un truc cher, à avoir un truc qui est à la fin cher et encore moins maintenable. Donc, je dis pas qu'il faut prendre tout le temps des outils proprios, mais toujours tout recoder soi-même, c'est certainement la meilleure manière de se planter, quoi. Oui. Et aussi, un autre point, enfin, qui est un peu corollaire, mais on a vraiment pour recommandation, en tout cas, ça c'est notre éthique et notre conviction chez Contournement, c'est on voit beaucoup trop de gens se jeter dans les outils directement parce que trop d'enthousiasme, j'ai envie d'automatiser ceci, cela. D'abord, concevoir, papier, stylo, voir faire un minimum de diagramme de conception de ce qu'on veut automatiser, de ce qu'on veut optimiser. Et aussi, quand on se forme au no-code, ça me paraît important de ne pas faire que des tutos et pratiquer sans comprendre. Nous, on voit des gens qui, au bout de quelques jours, quelques semaines de no-code, comprennent des vraies notions de programmation, d'architecture de base de données, parce que en apprenant le no-code, ils apprennent ces notions-là d'informatique un peu plus poussées. Donc ça, c'était un petit peu en supplément que je disais ça, mais voilà, en tout cas, les bonnes questions à se poser avant de partir, notamment pour les personnes qui n'ont jamais mis les mains là-dedans, qui ne sont pas informaticiens. Qu'est-ce que je veux faire déjà, l'outil pour l'outil, sans concevoir, c'est un peu ce que je viens de dire, pas forcément une bonne idée. Est-ce que je veux faire moi-même ou déléguer? Nous, on pense que ce qui est intéressant dans le no-code, c'est de permettre à les gens non informaticiens de faire eux-mêmes, mais on peut aussi déléguer ou faire avec. Il y a des très bonnes agences, il y a des très bons freelances sur tous les outils. Qu'en pense le ou la DPO, Data Protection Officer? J'ai envie de dire, parfois, en termes de données personnelles ou données sensibles ou données de santé, c'est le juriste qui doit avoir le dernier mot. Et votre politique. Mais en tout cas, voilà, les outils français, encore une fois, je reviens dessus parce que je trouve qu'ils sont très forts là-dessus. Notamment, je voyais qu'il y avait une question sur est-ce qu'ils sont compliant pour les données de santé? Oui. Donc, voilà. Par contre, nous, c'est souvent qu'on voit même des grandes entreprises ou autres qui disent « Ah, Airtable !» Ouais, non, vu la politique que vous avez, n'allez surtout pas sur Airtable. C'est aux États-Unis. Par contre, la DINUM, par exemple, a publié quelque chose, je sais plus ce que c'est des infos en public sur l'observatoire de ce qui est des démarches digitalisées. Ça, ils l'ont utilisé avec Airtable parce que c'est super puissant, super rapide, mais ce sont des données publiques. Est-ce que je veux héberger moi-même et en ai-je les compétences ou les moyens, comme tu le disais, Walid? Est-ce qu'il existe des outils spécialisés qui permettent de faire ce que je veux faire ou dois-je absolument no-coder une solution? Ne pas réinventer la roue, encore une fois. Et si je dois passer par du no-code, quelle solution permettra réalistement, pragmatiquement d'aller plus loin? Parfois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser un outil propriétaire qui me permette de faire le job sans que j'ai de compétences, sans que j'ai le temps, sans que j'ai l'argent? Ou alors, vaut mieux-il ne pas le faire parce qu'on se dit, mince, j'aurais bien aimé utiliser tel outil plus complexe. Sachant que faut que je fasse gaffe parce que là, je suis limite en train de dire les outils libres open source sont tous compliqués. C'est de moins en moins vrai. NoCoDB et Baserot, par exemple, c'est accessible. Et les outils français dont je parlais, XAR et TimeTonic, pareil, ils sont très accessibles par des personnes non techniques. C'est vraiment chez Contournement, on a toujours ce prisme de est-ce que c'est accessible, prenable en main par quelqu'un qui n'a pas de base informatique. Si vous voulez poursuivre la conversation, il y a le Slack de No Code France, comme je le disais, avec plus de 13 000 personnes qui s'entraident, qui accueillent, qui se donnent des coups de main, notamment le canal Dièse Domaine Open Source et la guilde, dont tu parleras mieux que moi, Walid, en quelques mots. La guilde Open Source, donc c'est à l'intérieur de cette communauté, il y a une communauté de gens qui sont intéressés par tout ce qui touche autour des outils no-code libres, qui sont donc sur un canal public et ensuite un canal privé qui est accessible aux gens qui sont dans l'association. C'est pas le canal c'est pas la guide la plus active, mais quand même, on essaye de faire en sorte de parler régulièrement des outils, des sorties, etc. Et donc, typiquement, ce live, les épisodes de podcast que je peux faire ou d'autres choses, d'autres lives sur Twitch, etc., on essaye de faire la promotion de cette chaîne parce que... de ce canal, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que soit on est expert et on peut venir aider, soit on est quelqu'un qui débute et qui a des questions et on peut venir nous répondre, orienter, etc. Autre chose aussi, si vous êtes dans une grande ville, regardez s'il n'y a pas un meet-up no code France à côté de chez vous, parce que c'est aussi une manière... moi, je suis à tous les meet-up quasiment à Paris. J'ai aussi une manière de pouvoir discuter avec les gens. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je trouve beaucoup d'idées. C'est en parlant à des gens, quoi.
parce que tout seul, il est très peu possible que je trouve la bonne solution. Alors qu'en parlant avec plein de gens, c'est quand même beaucoup plus simple de se faire une bonne idée. Donc voilà, donc la guide open source vous attend si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Dedans, il y a des gens qui viennent du monde de WordPress, type Stéphane Menet. Il y avait une question entre WordPress et les outils open source, no code. Typiquement, il a fait un truc qui s'appelle WP Connect, qui permet de connecter WordPress à des outils comme Notion ou ce genre de trucs. Voilà, il y a des gens qui viennent un peu partout, qui sont plutôt dev, plutôt pas dev, etc. Enfin voilà, donc venez discuter avec nous. Et sur No Code France en général, c'est un écosystème très riche. C'est-à-dire que c'est un écosystème où il y a aussi l'effet de mode qui est derrière. Il y a des gens qui sont vraiment là pour donner des coups de main et beaucoup de freelance, il y a de l'associatif aussi. Il y a des structures extrêmement prédatrices aussi, on va pas se cacher. D'ailleurs, il y a plusieurs mondes dans le no-code qui sont pas forcément toujours d'accord. Il y a aussi des structures solidaires. Je pense à Au Carré qui fait un travail formidable en formant des personnes éloignées de l'emploi, puis en les embauchant en contrat d'insertion derrière. Ils font du super boulot avec leur agence. Voilà, il se passe plein de trucs. Je sais qu'il y a Social Good Accelerator qui a organisé aussi un mini-NEC autour de l'open source et du no-code. Donc voilà, participez à la discussion et les choses avanceront. Pensez MVP, évidemment, je ne vais pas refaire. Là, on a pris du retard parce que si on a pris quelques questions en cours de route. Mais voilà, commencez, surtout si vous n'êtes pas informaticien ou informaticienne, réalisez une première brique, un skateboard en une journée. Puis ensuite, faites-la évoluer en trottinette en vous formant un peu. Puis ensuite, appuyez-vous sur quelqu'un pour faire un vélo. Mais n'essayez pas de faire une voiture tout de suite. Sinon, vous allez tomber dans des bourbiers comme ça a toujours été dans l'informatique. Vouloir faire trop gros, trop vite. On a tous connu ça à un moment. Et méfiez-vous de ce biais aussi pour les personnes qui n'ont pas encore mis les mains dans ces outils ou dans d'autres outils. Quand on tire une charrette avec des roues carrées et que quelqu'un nous tend des roues rondes, parfois on a tendance à dire « Ah non, j'ai pas le temps de prendre 3 heures pour essayer de résoudre le problème, je vais continuer à tirer ma charrette avec les roues carrées. » Ou parfois 3 jours ou parfois 3 semaines. Mais pensez aussi que votre temps est précieux, votre cognition est précieuse, votre charge cognitive est précieuse. Voilà, aujourd'hui, on est inondé d'outils numériques divers et variés. Essayons de reprendre la main, de nous réapproprier ceci, notamment quand on n'a pas forcément de compétences à l'origine en informatique. Je dis bien encore une fois, c'est aussi en prenant en main des outils no-code, quels qu'ils soient, qu'on peut mieux comprendre les briques du web, plus globalement. Si vous voulez retrouver des contenus gratuits sur contournement.io, notre site, sachez qu'il y a des tutos, des démos sur Contournement TV, beaucoup de témoignages, plus de 110 témoignages faits par mon associé, de personnes diverses et variées sur notre podcast. Il y a No Code for Good aussi, pour aider des associations et des entreprises sociales et solidaires par des no-codeurs et des no-codeuses bénévoles. No Code Jobs pour voir un petit peu l'état du marché sur le no-code, parce qu'il y a des offres en CDI aujourd'hui. La communauté No Code France, j'y reviens pas. Et sur nos formations contournement, je suis pas là pour faire l'article et la pub de notre catalogue, mais sachez qu'on a une formation gratuite de 4 heures qui permet de mettre les mains depuis son canapé à son rythme dans Airtable, Zapier, Notion et Softer pour se créer premier petit outil en connectant ces outils. Et on l'espère dans 1 ou 2 ans, s'il y a assez d'utilisation des outils qu'on vient de mentionner aujourd'hui, libre et open source, petit à petit, on ira certainement vers ces outils-là. Pour l'instant, c'est plutôt sur ces outils-là. Puis après, oui, finançable par Pôle emploi, blablabla, ça je vous le passe. Merci. On a pris du retard, mais comme je disais, on a essayé de rebondir un petit peu en live, donc on a traité déjà quelques points. Il y a une question là à laquelle je voudrais répondre parce que c'est mes préoccupations du moment, si tu m'autorises, Erwan. Vas-y, je t'en prie, bien sûr, oui. Il y a quelqu'un qui a demandé s'il y avait des alternatives à Notion en open source. Et alors, oui, donc j'ai vu après des autres qui donnaient je crois que c'est Audrey qui donnait des noms. Alors oui, il y en a et j'aimerais beaucoup arriver à me passer de Notion, beaucoup. Moi, j'en ai une que j'aime beaucoup qui s'appelle AnyType. Il y a Affine, il y a Outline, il y a AppFlowy, il y en a plein. Elles font toutes des choses différentes. Jusqu'à présent, c'est plutôt des applications qui sont pour se gérer soi toute seule. La collaboration, c'est pas encore ça, mais il y en a de plus en plus qui commencent à s'y mettre.
Donc, c'est un sujet assez passionnant. Une application comme Anytype, par exemple, ça ressemble vraiment à Notion et on peut faire des imports de base, enfin des imports de Workspace Notion, ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel il y a assez peu de gens qui parlent en fait. Donc si vous êtes intéressé, moi je suis vraiment intéressé qu'on creuse un peu plus tous ensemble ce sujet-là. Ils ont tous des licences différentes, des modèles économiques différents. Voilà, c'est un sujet assez passionnant et pour lequel, pour l'instant, c'est assez dur de remplacer Notion, mais ça commence en fonction de ce qu'on veut faire, c'est possible, quoi. Merci pour cet ajout, Walid. Il y a beaucoup de questions et de remarques. Je ne sais pas trop dans quelle ordre le prendre. Merci Vincent Vincent qui dit merci pour votre présentation, même si ça ressemble à des kits burrito plus que de la cuisine, mais on n'est pas toujours obligé de manger correctement quand on est pressé. On aimerait bien, si vous voulez regarder des sujets, des lives plus approfondis, allez sur No Code France, le Twitch No Code France et tout. Ici, aujourd'hui, l'objet, c'est vraiment, encore une fois, de démocratiser, notamment pour des personnes non techniques, notamment en synthétisant. Donc voilà, là, on est un peu à mi-chemin entre s'adresser à des experts ou semi-experts et à des personnes non techniques. Donc là, voilà, on préférait aussi que ça demeure accessible et synthétique pour des personnes qui découvrent. Donc, enfin, moi, ça me va, hein, cette image, parce que parfois, on préfère dire que le no-code, c'est un peu comme du Ikea, mais où tu peux faire toi-même la forme de tes meubles, plutôt que de l'artisanat, qui est bien sûr plus noble de faire de la menuiserie. Mais pensons aussi aux gens qui ne sont pas techniques, quoi, et qui découvrent. Mais en tout cas, voilà, on a tenu en une heure. Ouais. Sur ce sujet-là, juste pour donner un mot aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin en tout cas moi tel que je le vois, c'est que le no-code, ça s'adresse à la fois à des gens qui n'ont pas de compétences techniques et ça s'adresse aussi à des gens qui ont beaucoup de compétences techniques. Et en fait, c'est moi ce que je dis à chaque fois, c'est qu'en tant que personne technique, développeur, admin, etc., c'est des compétences supplémentaires qu'on a dans son portfolio de compétences et qu'on peut sortir au bon moment pour être plus efficace, quoi. Si c'est pour coder quelque chose qui va aller se connecter à un email, qui va récupérer une pièce jointe et qui va la mettre dans un drive et qui ensuite va faire un message dans une messagerie instantanée, ça n'a aucun intérêt, mais aucun sens de faire du code, quoi. Mais vraiment aucun, quoi. Et le fait de faire ça aussi en no-code fait que, et ça c'est un de mes combats et un des trucs que je fais au quotidien et que je trouve très cool, c'est qu'en fait on passe de c'est le développeur qui a la responsabilité de maintenir du code à c'est le métier qui a la responsabilité de maintenir de la logique qu'il a définie et avec des outils qui sont fournis par les gens de l'IT. Et ça c'est vraiment... La phase, ouais. Pardon, je crois que fini. Vas-y, non, vas-y, c'est exactement ça. La gouvernance demeure à définir, c'est-à-dire qu'on voit, nous, des PME ou des grandes entreprises ou des assos, où ce sont les profils métiers qui réalisent, il y a quelqu'un de l'IT, s'il y a une IT, ou alors un expert externe qui vérifie qu'il n'y a pas de conneries qui a été faite, que tout est sécure et tout. Et voilà, ce sont les métiers qui font eux-mêmes ou elles-mêmes. Il y a d'autres cas où ce sont des gens du métier qui vont juste prototyper dans un bac à sable pour montrer à des personnes de l'IT ce dont ils ont besoin. Plus efficace qu'un cahier des charges de 100 pages. On voit des cas aussi où c'est fait à quatre mains. C'est-à-dire, en live, on se pose une demi-journée et on fait un utilitaire de remontée d'incidents avec automatisation et de ça. Et j'ai vu la notion d'algorithmie passer. On ne parle pas d'algorithmie, là. Le no-code, c'est vraiment très mal fait pour de l'algorithmie ou éventuellement des outils très puissants, très avancés, mais non accessibles au commun des mortels. On parle vraiment là de pouvoir gérer de la saisie de données, de l'affichage de données, de l'exploitation de données, de l'automatisation de process et de la création d'interfaces. C'est principalement ça. Et connecté avec des briques tierces. Donc ça, c'est très important parce qu'on entend parfois un peu n'importe quoi. Dire le no-code n'a pas de limite, c'est faux. Le no-code est très approprié, je dirais, pour 75% des cas qui font que les gens au quotidien ressaisissent d'un Excel à l'autre, tordent des tableurs dans tous les sens, font des tâches répétitives. Mais voilà, il faut bien aussi périmétrer le champ d'action du no-code. On ne peut pas tout faire avec ça. Et aussi, nouveau champ qui est ouvert aujourd'hui, c'est l'interconnexion des outils no-code à des outils d'IA générative pour automatiser des actions faites par OpenAI ou Mistral AI ou ce qu'on veut et exploiter ces données derrière pour les afficher sur des interfaces où il y a par exemple que les stagiaires qui voient ceci, que les directeurs et directrices qui voient ça, qui peuvent éditer telle info, etc. Nous sur ces sujets de travail avec les métiers,
on travaille, on fait exactement ça. C'est-à-dire, on travaille avec les gens du métier, on se pose avec eux pour discuter. Ils viennent nous voir pour savoir enfin, ils viennent nous voir pour nous expliquer leurs besoins. On trouve une solution, on se met ensuite d'accord sur les bons outils à utiliser. C'est-à-dire que quelqu'un du métier, je ne vais pas lui mettre N8N dans les mains. Quelqu'un plutôt de l'équipe produit, il est tout à fait capable de prendre N8N. Au contraire, il va même aller plus vite qu'utiliser des outils comme Make, par exemple. Et donc, en fait, trouver le bon outil pour la bonne personne, on a des choses qu'on a faites avec des stacks low-code. Et après coup, on s'est aperçu qu'on voulait que les métiers les maintiennent. Et en fait, on est un peu embêté. Et donc, résultat, c'est un vrai sujet de savoir quel outil je vais utiliser pour que la personne qui est en face de moi puisse le maintenir. C'est la première chose. Et puis, oui, c'est à la fois extrêmement valorisant pour les gens des métiers de pouvoir eux-mêmes faire. Et c'est beaucoup plus facile pour nous, plutôt que quelqu'un vienne nous voir avec un ticket, qui vienne nous voir avec une solution et qu'on puisse en discuter. C'est plus valorisant pour tout le monde. Si c'est pour modifier la notification sur une messagerie instantanée qui est envoyée, quelqu'un du métier n'a pas besoin d'aller voir les gens de l'IT, ça n'a pas d'intérêt. Donc il y a des vraies choses avec le no-code d'autonomisation des équipes qui sont assez passionnantes, parce qu'en fait, on passe de personnes qui sont demandeurs à des gens qui sont acteurs. Et donc, on renverse un peu la manière de penser, et ça, c'est beaucoup plus agréable. Et il y a surtout des très gros enjeux qu'on va trouver autour de la maintenabilité de tout ça, de la documentation. On n'en a pas parlé, mais moi, c'est un de mes chevals de bataille. La documentation et faire en sorte que le no-code soit pas du shadow IT, mais qu'au contraire, le no-code soit quelque chose qui soit des solutions qu'une équipe produit peut proposer à ses utilisateurs, quoi, et qui soit quelque chose d'industriel, d'industrialisable, etc. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est vraiment passionnant. Et avec les outils no-code, on peut faire ça à une échelle très forte, puisqu'on a plus de possibilités d'héberger, d'exporter du code en SaaS, etc. Et ça, c'est cool. Et il est 13h05, mais on prend 5 minutes de plus pour prendre quelques questions de plus. Il y a encore du monde qui est connecté pour le replay. Je dirais, il y a aussi une dimension intéressante, c'est le côté bureautique contemporaine. Là, en fait, on adresse quelques questions, quelques remarques. Là, celle-ci, elle adresse plusieurs questions autour de oui, je ne crois pas forcément que des personnes non techniques autour de moi, par exemple dans l'enseignement, aient l'appétence pour créer des applis. Alors déjà, d'une part, nous, on est hyper surpris au quotidien chez Contournement de la diversité de profils qui mettent vraiment les mains dedans pour aller plus loin. C'est pas forcément des gens techniques, c'est pas forcément des gens seniors sur leur poste. Il y a vraiment de tout. C'est des gens qui ont envie de résoudre des problèmes et parfois, ils n'utilisent pas les outils no-code à proprement parler pour créer des solutions avancées où il y a besoin de notions d'architecture, de base de données, d'automatisation avancée, quoique ça arrive avec des gens non techniques. Mais parfois, ils l'utilisent comme de la bureautique contemporaine. Est-ce que c'est mieux de gérer des données dans un Excel avec toutes les failles de sécurité en plus ça peut avoir de s'envoyer ces pièces jointes et tout, parce qu'on voit beaucoup de ça, encore des gens qui gèrent des données dans des Excel, alors que les tableurs, c'est fait pour faire des calculs, pas pour gérer des données. Pour gérer des données, il faut utiliser un outil de base de données. Et jusqu'ici, il fallait faire du SQL, etc., ou éventuellement du Access. Là, ces outils permettent de le faire visuellement et intuitivement. On voit des équipes où ils utilisent par exemple Airtable ou Baserow ou autre pour remplacer Excel et sans vraiment créer un système structuré avec des interfaces et tout. Déjà, ça leur rend un service parce que c'est plus consistant, c'est plus visuel. Ils peuvent faire des formulaires assez aisément, ils peuvent faire des petites automatisations directement dans l'outil. Donc voilà, faut pas forcément se dire aussi que quand on fait du no-code, faut forcément être à un niveau avancé ou non, même on peut être à un niveau basique tant qu'on est sensibilisé à des notions de sécu, de bonnes pratiques et que quand même c'est un peu supervisé, ça peut rendre beaucoup de services. Et il y a un autre point sur lequel je voulais rebondir que je trouve être un super exemple, c'est Mathieu Chatry du Chaudron qui nous demande observation. Rien que pour les acteurs de la formation et notamment les acteurs certifiés Calliope, je serais curieux de connaître le temps gagné si on automatisait les actions répétitives évoquées en intro, si vous avez un Rex client de ce type, etc. Ça, c'est un excellent cas. On est très souvent sollicité pour créer son propre outil de gestion d'organismes de formation, notamment Calliope, avec le no-code. Nous-mêmes, en tant que contournement, on est passé par plein d'étapes. Et là-dessus, la question vaut d'être posée. J'ai l'impression que sur le marché, c'est difficile de trouver un outil spécialisé pour faire ça de manière ouverte, interconnectable et tout. Donc, à date, on voit des structures qui décident de faire une
partie en no-code pour gérer l'organisme de formation et une partie avec un outil propriétaire, par exemple avec EduSign ou des choses comme ça. Et pour le coup, on voit d'autres organismes qui, à défaut de tout gérer à la main avec des Excel, ont j'aime pas trop ce mot-là, mais digitalisé une partie du processus en utilisant Airtable à la place d'Excel, sans forcément faire un vrai mécanisme d'interface d'automatisation, mais déjà, ils économisent plusieurs heures par semaine en faisant ça et en ayant une seule source de vérité, parce que l'intérêt des bases de données relationnelles, c'est ça. C'est au lieu d'avoir plusieurs sources avec de la ressaisie, c'est à un seul endroit et à défaut de faire du Airtable avancé, déjà, ça leur rend des services. Donc, j'aime bien cet exemple-là de la formation pro, parce que l'état du marché des logiciels spécialisés n'est pas encore aussi mature qu'il pourrait l'être. Et les outils no-code, pour le coup, pour vraiment se construire son propre outil, c'est long et c'est fastidieux. On est des experts du no-code et ça fait 1 an qu'on est dessus, aussi parce que ça évolue avec notre organisme de formation, tout ça. Ça, c'est un autre avantage du no-code. C'est le côté agile dans le sens, l'outil, ce que je construis s'adapte à ma réalité et non l'inverse. Voilà, j'ai traité un peu ce sujet en m'appuyant sur cet exemple-là, mais il faut vraiment bien garder ça à l'esprit parce que trop souvent, on voit des structures qui font l'erreur de se dire on va tout faire passer en no-code alors que c'est pas ça l'enjeu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu vois, toi, Walid ? Non, rien de plus à part dire venez nous voir et venez discuter avec nous. On est gentils, on ne meurt pas, au contraire. Et que non, voilà, que c'est super intéressant, qu'il y a tout à faire, qu'il faut absolument parler de ces outils, qu'il y a des gens qui les testent, que les gens les testent et qu'ils fassent des retours pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ces outils-là ils en sont là, etc. Parce qu'il y a tellement d'outils, ça prend tellement de temps de tout tester qu'en fait c'est un peu compliqué. Voilà. Oui. Absolument. Et c'est pour ça de faire remonter des cas d'usage, de monitorer. Il y a sur Twitch No Code France, il y a beaucoup aussi de démos, d'échanges sur tel outil, où il en est par rapport à il y a 1 an. À un moment, on faisait une émission, le No Code Game, parce que c'était vraiment comme les petits chevaux, quoi, en fonction de la direction que tel ou tel outil prenait. On se disait, celui-là, il va vraiment devenir plus accessible. Ah non, celui-là, il est moins accessible, mais il est plus puissant. Ah, celui-là, il est en train de monter. Ah, celui-là, il a fermé. Parce qu'il y a aussi des outils no code qui disparaissent. Et je pense que c'est par ces contributions-là qu'on arrivera à faire émerger aussi certains outils. Il y a quelqu'un qui disait, je crois que c'est Angie, les outils propriétaires, aussi, leur force, c'est qu'ils peuvent faire des campagnes de marketing parce qu'ils sont payants. Alors, j'ai envie de répondre 2 choses. J'ai envie de répondre, il y a des outils libres qui sont payants, rappelons quand même qu'il y a des modèles économiques, mais aussi, c'est vrai, ce que dit Angie, je trouve, dans le sens où l'une des forces des Airtable et compagnie, c'est qu'ils sont valorisés des milliards de dollars. Airtable, c'est des milliards de dollars. Je crois qu'ils sont valorisés, il y a 2 ans, ils étaient valorisés 12 milliards. Ils ont de l'argent, ils ont du capital, c'est la côte ouest américaine, etc. Ça, faut pas se voiler la face. Ils ont Salesforce au capital, etc. Mais maintenant qu'ils ont ouvert la voie, je suis quasiment... dans notre livre qu'on a publié aux éditions Erol, on en parle un peu, on n'essaie pas de prédire l'avenir, mais on fait une projection, et j'essaierai de conclure là-dessus, c'est de dire, à mon avis, il y a pas mal d'outils propriétaires là qui vont suivre une voie où ils vont être de plus en plus corporate, enterprise, de plus en plus chers. Et la nouvelle génération d'outils, dont des outils libres et open source, risque de prendre de plus en plus de place parce qu'il y aura, je pense, je fais l'hypothèse qu'il y aura une forme de vide qui risque d'être un peu laissé si ces outils continuent à augmenter leur prix en exploitant notamment la dépendance qu'ils créent. Parce que quand on s'inscrit à un outil SaaS, on en est dépendant. On est toujours dépendant d'une technologie qu'on utilise, mais là, encore plus du côté SaaS. En tout cas, voilà, il faut aussi, et ça c'est un autre point, ne pas chercher du gratuit à tout prix. Moi, je préfère payer un outil de qualité et que ça lui permette de continuer à renforcer sa qualité, et encore plus si c'est un outil libre open source, que de chercher le gratuit à tout prix. Donc voilà, en effet, il ne faut pas se voiler la face, ils ont une puissance financière, certains de ces outils, c'est aussi pour ça qu'ils sont les meilleurs sur certains aspects, enfin certains d'entre eux. Mais voilà, l'histoire reste à créer. Et aussi, une autre hypothèse, c'est que le mot no-code, on est quasi sûr que dans 2-3 ans, il n'existera plus. Ouais, parce que ce sont des pratiques qui sont tellement intuitives qu'elles risquent de passer dans les usages communs. Et puis, est-ce qu'on parlera encore de no-code ? Pardon, Walid, j'entendais que tu... Non, mais je suis d'accord.
sur ces histoires de transformation du marché, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que même les outils open source vont passer sur des modèles un peu open core, donc des modèles sur lesquels le cœur est libre et les fonctionnalités sont accessibles via des systèmes de souscription ou de licence. Et donc, ces outils-là aussi ont les mêmes problématiques de rentabilité. Il n'est pas impossible qu'un jour, on trouve, comme on trouve dans d'autres domaines, je pense par exemple les ERP. Si on prend les ERP, si vous regardez le marché du libre, il y a des outils comme Odoo. Odoo, on peut faire des trucs avec la version community et tout, mais à côté de ça, il y a des ERP comme par exemple Dolibar, qui est un ERP open source communautaire, sur lequel l'outil, on a la certitude qu'il va rester open source et sur lequel le projet n'a pas vocation à faire d'argent. Il est possible que, pourquoi pas, demain, il y a des outils qui apparaissent, qui soient communautaires ou dont le but, c'est justement d'être accessible à tous et pas de se retrouver avec un cœur, avec des fonctionnalités de plus en plus pauvres. Si je prends par exemple N8N que je connais bien, au fur et à mesure du temps, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive et à chaque fois que je regarde, c'est dans la version payante. C'est dans la version payante. Et en fait, la version open source, elle s'appauvrit avec le temps. Et c'est quelque part compréhensible puisque eux-mêmes, ils ont besoin de battre avec les autres, de payer des salaires et tout. Donc, ils doivent aussi vivre. Donc, c'est des modèles, c'est pas simple. Ça, c'est le sujet global de tous mes podcasts. Voilà là-dessus. Et pour la remarque d'Audric, salut Audric, oui, c'est une communauté très inclusive, le no-code. La communauté No-Code France me fait, moi, personnellement penser aux communautés du Web 1. Il y a énormément d'entraide, c'est très agréable et ça parle pas d'argent tout de suite, voire même parfois pas du tout. Et c'est vraiment très agréable. Ouais, mais de manière générale, tu peux parler à des gens et même s'ils sont freelance, ils vont pas te demander tout de suite de sortir le carnet de chèques. Donc voilà. Voilà mon mot de la fin. Je dis ça parce que s'il y a un phénomène où il y a beaucoup d'experts autoproclamés sur LinkedIn aussi, le no-code a aussi tous ses côtés un peu sombres et voilà, la communauté No-Code France tâche d'essayer de faire du no-code un milieu sain, un mouvement sain. Et coucou à ma collègue Carole aussi, effectivement. Mathieu précise que Carole est très axée là-dessus. C'est une de mes collègues. Voilà. Oui, Carole qui du coup fait bientôt une conférence sur la représentation des profils féminins dans le no-code. Donc voilà, vous avez plein de belles ressources dans les commentaires. On espère que ça vous a appris des choses, que ça a permis de faire avancer certains débats. En tout cas, j'ai vu des commentaires très intéressants. On va vous partager du coup les ressources dans un mail dans pas longtemps. On attend que ton podcast soit en ligne, Walid, et puis on vous envoie ce petit email. Ouais, je vais me dépêcher alors. J'ai 1h45 de montage à faire. Super. Dans 1h45, vous recevez tout. Que l'Odyssée suive son cours. Continuons de débattre en ligne sur No-Code France. Merci la Mednum de nous avoir donné l'occasion de lancer ce sujet. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit Walid, à Contournement ou à la Mednum. Et venez dans les meet-up si vous avez l'occasion. Venez dans les meet-up, en effet. Et aussi, si vous avez des cas d'usage en outils no-code libre, faites-nous les remonter. Tout à l'heure, je l'ai mentionné un peu comme un jeu sur la soupe, mais avec Contournement, on a eu la chance aux éditions Erol de publier un livre sur le no-code. On va bientôt faire la 2e édition. Donc là, dans la première, on n'avait pas beaucoup de cas open source, libre, c'est difficile à trouver. Et on aimerait davantage en mettre en avant l'année prochaine. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait même galéré à trouver des cas no-code dans des grandes structures. C'est dire que déjà en 3 ans, 4 ans, il y a tellement de choses qui ont bougé. Et quand il y a ce type de vélocité dans l'évolution d'un mouvement, c'est aussi qu'il y a possibilité de faire monter des sujets, mettre en avant des acteurs de manière d'autant plus opportune et de manière d'autant plus puissante, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire remonter ce genre de choses. Merci beaucoup, bon appétit et à très bientôt. À bientôt pour continuer la discussion. Merci Walid.